J'ai soutenu ma thèse en 2001, c'est le livre dont on va discuter. Elle a eu le prix de thèse de l'AFSE, l'Association française de sciences économiques. Après, je suis allé faire un post-doctorat à Stanford, puis j'ai eu un poste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est un centre de recherche de Sciences Po. Depuis, je suis professeur à Dauphine. Donc, le XVIIIe siècle est très particulier de notre point de vue, parce que la partie la plus dynamique de la France, c'est la façade atlantique. Donc les villes entre Rouen et Bayonne, Rouen, Saint-Malo, Lorient, Nantes, bien sûr, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne. Toutes ces villes ont beaucoup bénéficié du boom du commerce à cette époque-là, qui était un commerce centré sur les Antilles et sur la production de produits coloniaux dans les Antilles et leur réexportation dans le reste de l'Europe. On est à peu près certain que les ports français se sont enrichis du commerce extra-européen. D'abord, on voit les chiffres du commerce, et on voit qu'ils augmentent, et donc on se doute que si ces gens qui étaient raisonnables investissaient plus, faisaient plus d'efforts pour entrer dans cette activité, c'est qu'elle était rentable. Ensuite, on voit les chiffres des fortunes, on voit que les marchands deviennent de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Là, on a des chiffres à Marseille, à Bordeaux, à Nantes. On voit la migration, on voit que beaucoup de marchands de l'intérieur ou de bourgeois de l'intérieur ou même de familles de petite noblesse cherchent à rejoindre les ports et cherchent à profiter de cette économie marchande, de ce commerce international. Et puis ça, c'était quelque chose qui était évident pour les contemporains. De toutes les manières, les contemporains voyaient bien la richesse de Nantes, l'évolution de Nantes, ils voyaient bien la richesse de Bordeaux, ils voyaient bien ce qui se passait à Marseille. Donc il n'y a vraiment pas il n'y a pas de doute sur le fait que ces ports ont profité de cette activité commerciale. Si on regarde l'ensemble des dimensions de l'investissement dans le commerce colonial, il semble plus avantageux que tous les autres investissements disponibles pour les capitalistes passifs. Aussi rentable que prêter à l'État, mais sans risque de faillite, puisque l'État a fait 3 banqueroutes au XVIIIe siècle, une partielle au milieu, une après Louis XIV, enfin après le règne de Louis XIV, et une pendant la Révolution française. Dans le cas du commerce colonial, il était possible qu'il y ait des expéditions qui ne rapportent pas d'argent, il était possible qu'on ait des correspondants qui fassent faillite et qui vous remboursent pas. Mais normalement, c'est pas le système en entier qui s'écroulait. Donc c'était un risque qu'il était possible de diversifier en investissant dans plusieurs bateaux et dans plusieurs expéditions. Donc les armateurs sont ceux qui organisent l'expédition. Sont des capitalistes actifs, contrairement à ceux dont on discutait tout à l'heure, qui sont des capitalistes passifs, et qui se rémunèrent parce qu'ils ont investi une partie du capital, mais aussi parce qu'ils touchent une commission, souvent de 2%, sur l'ensemble des opérations. Et donc ça, bien sûr, si on le rapporte à leur capital, s'ils ont investi qu'un sixième du capital et qu'ils touchent 2% sur toutes les expéditions d'achat, de préparation du navire et de vente des marchandises, ils faisaient des profits considérables. Et parmi les grandes familles nantaises et parmi les grandes familles bordelaises et de Rouen, ces armateurs occupaient une première place. C'est une période où la marine de commerce est extrêmement importante par rapport aux périodes passées. Parce que la France a développé son empire colonial dans les Antilles et à cause de la règle de l'exclusif imposée par l'État, il n'y a que les Français qui ont le droit de faire du commerce avec les Antilles, bien que cette règle soit un peu mitigée à la fin de l'Ancien Régime. Et donc ça encourage beaucoup d'armateurs, beaucoup de gens qui construisent des navires, et bien sûr beaucoup de marins à mettre dans ces navires. Donc les chiffres, c'est 80 000 personnes qui, si on considère que chacun nourrit une famille de 5 personnes, une femme et 3 enfants, ça fait 400 000 personnes. Sur une population totale de 20 millions, c'est pas massif, mais c'est un chiffre important et c'est probablement une des périodes où la mer a été la plus importante pour l'économie française. Les marchands achetaient les titres de noblesse. Enfin, les marchands qui faisaient fortune, ils voulaient vivre une vie la plus agréable et la plus honorable possible. Et sous l'Ancien Régime, une vie honorable, c'est une vie où on est noble et où on vit sur ses terres et on vit grâce à ses terres.
Donc il y a un cycle où les marchands s'enrichissent, achètent des offices et quittent le commerce en quelque sorte. Une grande partie quitte le commerce, mais c'est un facteur de réussite. Et puis alors à la fin, après la Révolution française et les nombreux obstacles qui se posent à la continuation de ce commerce, il y a beaucoup de marchands qui vont faire ce choix d'adopter un mode de vie terrien, quoi, de grands propriétaires terriens. Alors c'est sûr que le taux d'urbanisation est très faible. Donc au XVIIIe siècle, on a plus de 80% de la population qui est rurale. Je me souviens plus des taux d'urbanisation exacts, ça dépend quelle limite on prend pour l'urbanisation, mais peut-être entre 10 et 15% de la population est urbaine, donc tout le reste est rural. Mais ça ne veut pas dire que ce sont tous des paysans. Et ça ne veut pas dire que le travail de tous ces gens-là ne dépend que de la terre. Et en plus, il y a paysans et paysans. Un des marqueurs de la croissance française au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la proto-industrialisation, qui est une forme d'industrialisation qui précède la révolution industrielle et les grandes usines concentrées avec concentration de capital et concentration de travailleurs. Et on a des situations où les principaux ouvriers du textile, par exemple, les femmes qui filent ou les hommes qui tissent, le font dans le cadre de leur propre foyer. Et le font en famille, souvent en possédant eux-mêmes le capital, donc en achetant les machines à tisser qui ne coûtent pas très cher par rapport à des salaires ouvriers avant la révolution industrielle, et en le faisant pour des marchands dans le cadre de systèmes plus ou moins complexes, où soit les marchands leur remettent des matières premières qu'ils transforment, soit eux-mêmes ils achètent des matières premières qu'ils transforment et qu'ils revendent ensuite aux marchands. Mais en tout cas, la croissance de l'industrie française à cette époque, c'est la croissance de l'industrie, c'est en grande partie de la croissance de l'industrie rurale. Donc la proto-industrie, concrètement, ça veut dire utiliser des modes de production qui sont proches de l'artisanat, qui sont pas très développés, où il y a, encore une fois, pas beaucoup de capital, pas énormément de, j'allais dire pas énormément de capital humain, mais ça c'est pas clair, ou du moins le capital humain est transmis au sein de la famille. Donc les modes de production ressemblent aux modes de production de l'artisanat, mais le marché est très différent. L'artisanat produit pour un marché local, la proto-industrie produit pour un marché étendu, régional, national ou même international. Donc ce sont des gens qui produisent avec des moyens vraiment rudimentaires, qui le font chez eux, mais qui, grâce au travail de marchands et d'intermédiaires, sont en lien avec des marchés extrêmement étendus. Donc par exemple, en Bretagne, on produit énormément de toiles de lin qui sont exportées vers l'Empire espagnol via Nantes, Cadix, et ensuite le commerce en droiture entre Cadix et l'Empire espagnol, dans lequel les Français n'ont pas le droit d'aller directement. Alors effectivement, on constate une augmentation de la proto-industrie qui est liée au fait qu'il y a des paysans qui font ce choix de travailler pour le marché. Ils font aussi ce choix d'ailleurs, même quand ils restent dans l'agriculture, quand ils se mettent par exemple à produire du vin, ou à produire du safran, ou à produire d'autres types de matières industrielles, ils le font pas pour leur autoconsommation, ils le font pour un marché. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Il y a deux raisons. Alors, il y a des débats sur la question, est-ce qu'on les force à le faire ? Est-ce que c'est la misère qui les pousse à aller dans cette direction ? Par exemple, parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer leurs impôts et que le marché est la seule manière où ils puissent récolter de l'argent pour le faire. Mais on constate que les paysans vivent plutôt mieux tout au long du XVIIIe siècle. Quand on regarde les inventaires après décès, le nombre de vêtements augmente, se diversifie, les bancs sont remplacés par des chaises, les coffres sont remplacés par des armoires, on voit des services à café qui apparaissent dans des ménages de paysans pas très riches, etc. Donc il semble bien que la raison pour laquelle les paysans se sont mis à travailler plus pour le marché, la raison pour laquelle les ruraux se sont mis à travailler plus pour le marché, c'est parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Et pourquoi est-ce qu'ils y trouvaient un intérêt ? D'abord, comme je viens de le dire, parce qu'ils avaient des nouveaux biens de consommation qu'ils pouvaient acquérir,
Et donc j'ai parlé des biens durables qu'on retrouve dans les inventaires après décès, mais on sait aussi qui consommait du café, qui consommait du sucre, et ça on le retrouve plus, hein, sauf sous la forme des vaisselles qui étaient utilisées pour utiliser tout ça, qui portaient de plus en plus de cotonnade. Et donc pour consommer du café et du sucre, il faut l'acheter, et pour l'acheter, il faut être intégré dans le marché. Et l'autre raison pour laquelle il s'intègre dans le marché, c'est parce que c'est de plus en plus rentable. C'est parce qu'il y a un réseau de marchands qui étend ses capacités, qui facilite la vente des biens des paysans sur le marché. Si vous n'avez pas de marché proche, si vous n'avez pas de marché facile à atteindre, c'est pas la peine de produire des biens spécialisés pour lesquels il y a peut-être pas de demande dans votre village. Ils vont juste vous rester sur les bras. Et ces marchands sont importants à la fois pour vendre des biens de consommation et pour acheter les biens qui sont produits par les paysans. Et donc il y a des débats sur la nature de l'économie française au XVIIIe siècle. Mon sentiment, c'est que vraiment le mécanisme le plus important, c'est cette croissance smithienne par l'approfondissement du marché, qui se fait à la fois par la multiplication du nombre de biens consommés et la multiplication du nombre de biens produits pour le marché. Donc chez Karl Marx, il y a cette idée que ce qui est important, c'est le capital. C'est-à-dire tous les biens qui sont produits et qui sont utilisés dans la production. Donc ce ne sont pas des choses qu'on consomme tout de suite, ce sont des choses qu'on économise en quelque sorte, que l'économie dans son ensemble économise, et qui servent à produire comme des usines, comme des machines-outils, comme des navires, etc. Donc pour Karl Marx, c'est vraiment ça qui est central dans la transformation de l'économie au XIXe siècle et dans la fin du régime féodal. Et donc une des méthodes d'accumulation du capital pour Karl Marx, donc il en parle de plusieurs, mais une des méthodes principales, c'est l'expropriation des paysans. Donc ça, c'est un phénomène britannique où il y a eu des phénomènes de remembrement forcés, où des coqs de village, ou des bourgeois, ou des gens qui étaient déjà propriétaires terriens ont obtenu des actes de parlement qui leur permettaient de redistribuer les terres dans le village, et notamment d'abaisser la part des terres communes. Et abaisser la part des terres communes, ça a forcé les paysans qui étaient à la limite de la subsistance et qui utilisaient ces terres communes pour compléter leurs autres revenus, à migrer vers les villes. Ça les a chassés des campagnes. Mais en fait, les enclosures, les remembrements, c'est tout au long du XVIIIe siècle. Donc en Angleterre, l'exode rural, il commence au XVIIIe. On n'a pas du tout ce phénomène en France parce que les paysans sont beaucoup plus sûrs dans leurs droits de propriété, y compris leurs droits de propriété collectifs qui vont en plus être renforcés par la Révolution française. Bref, tout ça, c'est une des manières dont les capitalistes, dont les bourgeois, accumulent du capital pour Marx. Une autre manière, c'est le pillage des ressources extérieures. Alors ça, c'est peut-être important pour la révolution industrielle, le capital, et effectivement, quand on a les usines au XIXe siècle, les machines coûtent cher, les bâtiments coûtent cher, l'énergie coûte cher, donc le capital est important, que ce soit en France comme en Angleterre. Mais au XVIIIe siècle, c'est pas ça le facteur limitant de la production. Au XVIIIe siècle, on n'a pas encore eu la vague d'inventions techniques qui a introduit le machinisme et qui a révolutionné la manière de produire. On n'en est pas encore à utiliser de manière extensive l'énergie qui vient du charbon ou même l'énergie hydraulique. Donc le coût des moyens de production est beaucoup moins élevé qu'au XIXe siècle. Et donc c'est pas ça le facteur limitant de la production marchande. Il me semble que moi, le facteur limitant de la production marchande, c'est les capacités de commercialisation pour acheter, pour vendre. Alors c'est encore les marchands, c'est encore du capital, c'est un autre type de capital, c'est le capital circulant qui avait moins d'importance pour Karl Marx et qui a moins d'importance dans les thèses marxistes, parce que tout le monde est obsédé par la machine, quoi. La machine, l'usine, ça c'est du capital concret qu'on peut voir, dont on peut suivre l'accumulation. Le capital circulant, c'est les liquidités dont disposent les marchands, leur stock, le crédit sur lequel ils peuvent compter. C'est des choses qui ressemblent pas du tout à l'âge de l'usine, quoi. Donc dans l'âge du capitalisme marchand, il me semble que le capital est moins important en termes de physique. Ce qui est important, c'est ce capital marchand,
encore une fois, qui permet le développement de l'activité marchande et qui permet d'intégrer de plus en plus de ruraux dans l'économie marchande. Parce que dans Marx, le cœur du pouvoir bourgeois, c'est la relation salariale. C'est la relation salariale qui est une relation d'exploitation des travailleurs, dont la force de travail est expropriée par l'entrepreneur et par le capitaliste. C'est pas du tout l'idée que j'ai pour le 18e, puisque dans ce que je vous décris, ce sont des mouvements volontaires de la part des travailleurs. Les travailleurs ont le choix, les travailleurs bénéficient de cette extension du marché. Et c'est vrai que ce sont des phénomènes qui se rapprochent plus de ce dont parlait Adam Smith. La croissance se fait par l'extension du marché et pas par l'exploitation au sein du rapport salarial. Donc ça fait quand même une grosse différence avec Marx. Mais enfin, Marx a écrit plein de choses et s'est concentré sur beaucoup de choses. Donc il y a il y a sans doute des choses sur le capitalisme bourgeois chez Marx qui se rapprochent de ça. L'accumulation des moyens de production, c'est l'accumulation du capital. C'est l'accumulation des méthodes, des outils qui servent directement à produire. C'est acheter de nouvelles machines, c'est mettre en place une roue hydraulique de manière à donner de l'énergie à des machines automatisées, etc. Et c'est la base de notre croissance actuelle. La croissance actuelle, elle repose sur l'accumulation du capital, sur de nouvelles machines, des machines plus grosses, des machines plus efficaces, qui permettent la prospérité, qui sont la clé de la prospérité actuelle. L'accumulation des moyens de transaction, c'est dire que le facteur limitant dans l'extension de l'économie, c'est pas la production, c'est l'échange. Et donc l'accumulation des moyens de transaction, c'est tout ce qui va permettre l'échange. Alors qu'est-ce que c'est ce qui permet de l'échange ? C'est toute une série de savoir-faire, d'interconnaissances de la part des marchands, donc des connaissances sur les marchés, des connaissances des paysans, lesquels il peut faire confiance, lesquels il peut moins faire confiance. Donc ça c'est une chose. C'est une sorte de capital humain dédié aux transactions. Il y a aussi une accumulation de capital au sens de richesse. Parce que très souvent, pour permettre la transaction, il faut immobiliser du capital pendant très longtemps, parce que les transports sont longs, parce que les stocks, on n'est pas du tout dans des périodes où il y a du juste autant. Donc on a les stocks sur les bras pendant très longtemps, et ça, il faut pouvoir continuer à payer ses créditeurs, même si on a des stocks importants. Et c'est aussi le développement de réseaux de confiance qui permettent parce que les moyens de communication sont très faibles, donc quand vous êtes en train de négocier quelque chose avec quelqu'un aux Antilles, mais même quelqu'un en Allemagne, échanger des lettres, donc pour les Antilles, ça prend plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. En Allemagne, ça prend sûrement plusieurs jours, peut-être quelques semaines. Donc vous pouvez pas surveiller directement l'action des gens, quoi. C'est les mêmes problèmes que ceux qu'on a actuellement quand on fait produire des choses en Chine. C'est compliqué de vérifier si les producteurs chinois, si vos partenaires chinois font exactement ce qu'il faut faire. Et il peut y avoir des situations où vous avez des allers-retours avec des échantillons. Ah non, cet échantillon me plaît pas. J'en veux un autre. Donc le même problème, mais sans téléphone, sans internet et sans avion. Et donc ça veut dire qu'une grande partie des relations se font à la confiance. On peut pas vérifier les informations qu'on vous donne, donc dans la mesure du possible, on fait confiance en ses partenaires. Donc c'est tout ça qui est accumulé par des marchands et qui leur permet de développer leur activité marchande. Dans les moyens financiers, il y a l'or et l'argent, et c'est le plus évident, et notamment parce que donc il y a d'autres formes monétaires au XVIIIe siècle. Notamment il y a des formes de crédit entre marchands avec les lettres de change qui ressemblent, qui sont comme des chèques, quoi, qui ressemblent à des systèmes de compte courant. Donc on peut créer de la monnaie, mais c'est une monnaie qui fonctionne entre marchands. C'est pas une monnaie parce que pour rentrer là-dedans, d'abord il faut savoir lire et écrire, mais surtout il faut avoir une signature digne de confiance et il faut savoir
quelles sont les signatures dignes de confiance qui existent. Donc les paysans, ils sont pas les ruraux pauvres, ils sont pas intégrés à ces circuits. Donc pour discuter avec eux, pour faire des échanges avec eux, il faut des métaux précieux et essentiellement de l'argent dans le cas français. Il y a eu beaucoup de réflexions sur quelles sont les conditions d'une croissance soutenue sur le long terme. Et dans les économies actuelles, les conditions de cette croissance soutenue sur le long terme, c'est clairement le progrès technique. C'est parce que les méthodes de production s'améliorent qu'on est capable, bon an mal an, de croître de 2% depuis 2 siècles, enfin presque 2 siècles. Mais c'est le progrès technique, il est lié à la production. Et il n'est pas central dans le dynamisme de l'économie française au XVIIIe siècle, ou dans le dynamisme de l'économie anglaise avant la Révolution industrielle, ou dans le dynamisme de l'économie hollandaise, etc. Donc il y a une autre condition possible. Il y a une autre condition possible pour qu'il y ait une croissance soutenue, c'est une théorie qui s'appelle celle du cœur de croissance, qui revient à dire qu'il y a un secteur où les rendements du capital ne décroissent pas avec l'accumulation du capital. Et parce que les rendements du capital ne décroissent pas avec l'accumulation du capital, c'est un effet en quelque sorte c'est un effet sur l'ensemble de l'économie, et ça permet à l'économie de continuer à croître sans rentrer dans les rendements décroissants. Donc l'aspect important, c'est que ça peut exister même si c'est simplement un secteur. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une absence de rendement décroissant dans l'ensemble de l'économie pour qu'on puisse avoir une croissance soutenue qui s'appuie uniquement sur l'accumulation du capital. Donc là, du capital circulant, du capital de transaction dont on parle dont on a discuté tout à l'heure. Donc les rendements décroissants, c'est l'idée que quand on augmente la quantité d'un facteur de production, ce facteur de production devient de moins en moins rentable en termes de production. Donc c'est un peu comme quand vous faites une pâte à crêpes. Quand vous faites une pâte à crêpes, vous avez mis votre farine, vous avez mis vos œufs, vous rajoutez du lait. Et si vous voulez avoir un peu plus de crêpes parce qu'il y a quelqu'un qui vient de sonner à la porte, vous pouvez rajouter un peu de lait. Les crêpes seront un peu moins bonnes, mais au bout d'un moment, vous pouvez avec le lait, vous pouvez délier, vous pourrez continuer à faire des crêpes. Mais au bout d'un moment, si vous rajoutez trop de lait, il va plus vous servir à rien. Et même, il peut vous gâcher l'ensemble de la pâte. Donc de même que le lait a des rendements décroissants dans la pâte à crêpes, et des rendements qui deviennent négatifs au bout d'un moment, vous fichez en l'air votre pâte à crêpes. De même, le travail peut avoir des rendements décroissants. Vous rajoutez des travailleurs qui travaillent autour d'une même machine, autour d'un même lopin de terre. Bon, au bout d'un moment, ils vont se gêner, ils vont pas savoir quoi faire, ils vont pas aider à la production. Et le capital, lui aussi, a des rendements décroissants. Si vous avez le même nombre de travailleurs et la même quantité de terre, vous rajoutez du capital, vous rajoutez des moyens de faire des échanges entre ces travailleurs et cette terre et d'autres personnes, mais au bout d'un moment, vous avez exploité tout ce qui était possible d'exploiter. Donc le capital que vous rajoutez ne produit plus rien. Et donc, parce qu'il y a des rendements décroissants et parce que le capital que vous rajoutez, parce que le capital, on peut l'accumuler durant la croissance, parce que le capital que vous rajoutez ne produit plus rien, vous n'avez plus de croissance, la croissance s'arrête. Donc, cette malédiction des rendements décroissants, on peut en sortir, donc la manière dont on en sort dans les économies actuelles, c'est parce qu'il y a du progrès technique. Et comme il y a du progrès technique, ça vient pousser la rentabilité de tout le monde. Donc, ça permet de continuer à accumuler le capital de manière toujours rentable. Le progrès technique n'est pas central dans l'économie du XVIIIe siècle. Donc, ce qui est important dans l'économie du XVIIIe siècle, c'est plutôt ce qu'on appelle un cœur de croissance, c'est-à-dire un secteur particulier de l'économie où les rendements du capital ne sont pas décroissants. Et ce secteur, c'est le commerce intercontinental. Parce que l'Europe, enfin la France, l'Europe en général, la France en particulier, est plutôt petite par rapport à l'ensemble du monde, même au XVIIIe siècle. Et donc, il y a toujours des flux commerciaux à capturer, il y a toujours des occasions de commercer, des intermédiations à prendre, soit à vos rivaux européens, soit à vos rivaux asiatiques. Et donc, il y a toujours du rendement pour le capital. Le capital trouve une possibilité d'investissement sans limite, ou du moins sans limite qui nous intéresse au niveau de la croissance qu'on observe au XVIIIe siècle, dans le commerce intercontinental. Et donc, parce que ce commerce intercontinental joue ce rôle de cœur de croissance, il permet à la croissance française du XVIIIe siècle d'être soutenue et de continuer jusqu'à la fin de la période. Ce commerce intercontinental est important pour la croissance française, et ce commerce intercontinental, il est centré dans les ports.
Les autres, il y a d'autres endroits qui y participent un peu, notamment Paris et Lyon, mais quand même, il est centré. Quand même, il est centré dans les ports. Et donc, la question, c'est comment est-ce que ce dynamisme-là se répand dans le reste de la société? Comment est-ce que ça a un effet sur le reste de la société? Donc, il y a plusieurs cas qu'on connaît. La Silicon Valley aux États-Unis, c'est un endroit restreint. Mais le dynamisme de la Silicon Valley, les inventions de la Silicon Valley ont un effet sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale à cause du flux d'inventions techniques et de nouveaux produits qui sont inventés et développés dans la Silicon Valley. Dans le cas de la France, c'est pas la question, puisque la question, c'est pas celle de la production, c'est celle du commerce. Eh ben, un peu comme Venise, un peu comme Hong Kong. Hong Kong a aussi cette situation d'enclave, enfin, a eu longtemps cette situation d'enclave par rapport à la Chine. Et ce qui se passait par Hong Kong, c'est qu'ils offraient un marché à la production chinoise de l'intérieur. Ils étaient un intermédiaire entre le monde extérieur et la Chine communiste d'abord, et puis la Chine de moins en moins communiste des années 80 et 90. Et donc Hong Kong a permis de développer le marché chinois. C'est pas non plus vraiment la situation de Nantes, Bordeaux, etc. parce que le commerce des biens proprement français vers l'extérieur est pas très important. Et la France est un grand pays avec 26 millions d'habitants à la fin de la période. C'est pas un pays qui se développe grâce à ses exportations. C'est un pays qui se développe grâce à l'approfondissement de la participation au marché de l'ensemble de ses acteurs, mais ça peut être un marché domestique. Donc ce qui se passe plutôt, c'est que en encourageant l'accumulation du capital, les ports encouragent cette accumulation du capital dans l'ensemble de l'économie. Et comme il y a des barrières à l'entrée des ports, les marchands, les entrepreneurs qui veulent pénétrer dans cette économie intercontinentale, pour ce faire, ils doivent accumuler du capital dans l'économie. Donc, ils doivent accumuler des moyens de transaction qui servent à l'économie. C'est un peu comme un tournoi. Dans un tournoi, chacun essaye d'être le meilleur possible, mais à la fin, il y a un seul prix. Et ce qui peut être intéressant dans un tournoi, pour ceux qui veulent avoir une troupe de chevaliers bien entraînée, c'est après tout pas tellement celui qui gagne le prix, parce que ça fera jamais qu'un seul, mais c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à s'entraîner et qui deviennent plus forts au combat, etc., pour chercher à gagner ce tournoi. Et mon hypothèse, c'est qu'on a ce type de situation-là aussi en France. À cause de l'attraction qu'exerce le commerce intercontinental, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à pénétrer dans ce type de secteur. Et en cherchant à pénétrer dans ce type de secteur, comme vous avez de plus en plus de gens qui sont bons pour le maniement de la lance sur un cheval, vous avez de plus en plus de gens qui sont bons pour les transactions à l'intérieur et qui utilisent ce talent pour approfondir l'intégration du marché intérieur. Donc effectivement, dans ma thèse et dans mon livre, c'était une thèse en partie en théorie de la croissance. Un de mes directeurs était Antoine Dautume, qui était un économiste qui faisait de la théorie de la croissance de manière, qui était un économiste important dans ce champ-là. Et donc j'ai essayé de modéliser une économie française et de mettre des chiffres sur l'effet de l'existence de ce cœur de croissance et du commerce international pour la croissance de l'économie française, pour son accumulation de capital, etc. Ma meilleure estimation, c'était que le stock de capital sans le commerce intercontinental aurait été réduit de 40%, parce qu'il y aurait eu beaucoup moins d'accumulation de capital, que ça aurait réduit le produit par tête en France d'une douzaine de %. Ça semble pas beaucoup par rapport à nos taux de croissance actuels, mais comme le taux de croissance de la France au XVIIIe siècle est pas très élevé, ça c'est les 2/3 de la croissance française au XVIIIe siècle. Donc vraiment ça c'est mon estimation maximaliste du rôle du commerce continental, et je mettrai pas ma main au feu sur ces chiffres, d'abord parce que ils sont surtout illustratifs, quoi. C'est juste qu'on essaye de pousser la logique du modèle que je développe, et si on pousse la logique du modèle que je développe, avec toutes ces incertitudes, qu'est-ce qu'on obtient comme chiffres, et est-ce qu'ils sont cohérents avec la thèse que je développais? À mon avis, ils sont faux à plus ou moins 50%, mais on est au XVIIIe siècle, et c'est très bien. Donc ce type de modèle, est-ce qu'il pourrait être utilisé
pour les périodes ultérieures. Après, l'économie change beaucoup. L'économie change beaucoup parce que ce qui devient le plus important, c'est le progrès technique et l'accumulation de capital productif. Et donc là, c'est d'autres types de modèles, d'autres types de décomposition de la croissance qui sont utilisés, plus dans la continuité de ce qu'a fait Robert Solow. Et je ne crois pas que mon modèle continue à être extrêmement pertinent parce que les problèmes, le facteur limitant ne devient plus l'approfondissement du marché, mais devient vraiment l'efficacité productive. Et les choses changent beaucoup entre 1780 et 1870. 1870, le monde dans lequel on est, du moins en Occident, c'est vraiment un monde extrêmement différent. Donc pour arriver à ce chiffre important, je ne me borne pas à la question de savoir, si le commerce colonial avait disparu tout d'un coup dans la France de 1780, ou ce qu'il va faire dans une certaine mesure durant la France révolutionnaire, qu'est-ce qui se passe? Non, j'essaie de regarder tout au long du XVIIIe siècle quel est l'effet sur l'accumulation, sur le long terme, de l'existence de ce commerce colonial ou intercontinental. Et je pense que c'est important. Très souvent, quand on examine les effets du commerce, on a des effets assez faibles, en statique, par des modèles d'équilibre général calculables. Mais c'est important de prendre en compte les effets dynamiques. Alors, le problème, c'est que ces effets dynamiques, ils sont très incertains. Ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Mais quand on les prend en compte, on obtient une estimation qui me semble être une estimation plus juste de l'importance du commerce colonial dans l'économie française. Donc si vous croyez à ce que je viens de vous dire et à l'histoire et à la thèse que je défends dans mon livre, ça vous donne la clé pour comprendre d'où venait le dynamisme de l'économie française avant la période révolutionnaire. C'est pas que l'économie française était une petite économie industrielle qui était en train de connaître les prémices de la révolution industrielle. Non, c'est qu'en fait, elle représentait un mode de croissance plus ancien, qui a été représenté dans d'autres endroits, Venise en Italie, Athènes en Grèce, enfin, un mode de croissance, et Amsterdam en Hollande, un mode de croissance plus ancien qui repose sur l'intégration du marché. Et qu'est-ce qui permettait cette intégration croissante du marché? C'était les liens de la France avec le reste du monde. Et le souci, bien sûr, alors une fois qu'on a dit ça, on est très content pour la France, d'Ancien Régime. Mais il faut se souvenir que ces liens de la France avec le reste du monde, ils reposaient sur la colonisation et sur l'esclavage. C'est quand même un système qui repose sur la capture de captifs, sur la capture d'êtres humains en Afrique par des Africains, par leur vente à des marchands européens sur les côtes africaines, par leur déplacement forcé avec toute la suite d'horreurs qu'on connaît, qui sont associées à tous ces épisodes aux Antilles, et par l'instauration d'une économie profondément inégalitaire et profondément violente aux Antilles, où une partie de la population imposait à l'autre partie de travailler. La colonie la plus prospère française de la fin du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelait Saint-Domingue. Et donc qu'est-ce qu'il y avait là à la fin du XVIIIe? Il y avait 10 ou 20 000 le colons et des centaines de milliers d'esclaves. Et les colons vivaient dans la peur de la révolte d'esclaves, et à raison, et les esclaves vivaient dans la peur de ce que pouvaient leur faire les colons, et ça s'est extrêmement mal terminé. Ça s'est terminé par donc il y a eu un certain nombre de débats. Enfin, il y a toute une histoire sur la révolution haïtienne qui commence avec les revendications des hommes libres de couleur, et qui ensuite devient une révolte d'esclaves. Mais après cette révolte d'esclaves, il y a 10 ou 15 ans de violence constante, de massacres d'un côté et de l'autre, qui sont probablement le fruit du caractère profondément inique de l'économie esclavagiste. Et Haïti s'est jamais remis. Alors, il y a beaucoup de débats actuels sur quel est le rôle de la France dans le fait qu'Haïti ne s'est pas remis de cette période-là avec l'indemnité que la France a imposé sur Haïti, et le type de protectorat financier qui a été instauré au XIXe siècle. Je ne suis pas tout à fait persuadé par ces chiffres-là, par ces débats-là, mais je pense qu'en tout cas,
la violence du fait colonial, et particulièrement la violence du fait esclavagiste, c'est une marque, indélébile enfin, indélébile. Rien n'est indélébile. Le temps est un grand médecin, mais ça marque encore actuellement l'économie des Antilles, et ça marque aussi l'économie africaine. On a pu montrer qu'il y avait des conséquences actuellement de la traite du XVIIIe siècle. Quand j'ai parlé de la croissance française, parmi les moyens de transaction, j'ai insisté sur le problème de la confiance et sur le fait que, avec des moyens de communication et de transport limités, c'est important de pouvoir faire confiance à vos correspondants. Une économie prospère, ça marche sur la confiance. C'est des questions de cohésion nationale, le fait d'avoir confiance dans les institutions, qu'elles vont pas venir vous piquer ce que vous avez fait à la première occasion, donc que vous pouvez investir et que vous pouvez penser à l'avenir plutôt que de simplement essayer de défendre le présent. C'est extrêmement important pour créer une société prospère et apaisée. Mais la traite, la capture d'esclaves, c'est de la fabrique de défiance. Parce que c'est vos voisins qui viennent vous capturer, parce que c'est votre chef qui, sous un prétexte de dette ou de faute X ou Y, en profite pour vous vendre au royaume d'à côté et s'enrichir de cette manière-là. Donc vous pouvez pas investir, vous pouvez pas avoir confiance à vos voisins, vous pouvez pas établir des relations à long terme et à longue distance, ou du moins ça rend plus difficile l'établissement de relations à long terme et à longue distance. Et ça a malheureusement probablement marqué pendant longtemps le fonctionnement de l'économie africaine. Donc en ce moment, bon, d'abord, j'ai jamais fini cette étude de la France au XVIIIe siècle et du rôle du commerce intercontinental, et j'ai deux développements que je suis en train de faire en ce moment. D'une part, je suis en train de reprendre l'étude des commerces du profit de la traite dans un environnement international, pour essayer de déterminer quels étaient les profits de la traite dans les différents pays, et est-ce que c'était les mêmes. Et ce qu'on constate, ce qui nous a un peu surpris, on est en train d'explorer pourquoi est-ce que c'était le cas. Les profits de la traite en France semblent être plus faibles, systématiquement plus faibles que ceux qu'on observe en Angleterre. En ce qui concerne l'économie du Xe siècle, j'ai aussi un projet que maintenant je poursuis depuis plus d'une dizaine d'années avec Loïc Charles sur le commerce international français. Il se trouve qu'on a beaucoup de sources manuscrites sur le commerce international français qui n'ont jamais été complètement retranscrites. On a retranscrit les sources, et avec des informaticiens, on a bâti un site web qui permet d'interroger ces sources et d'observer le déroulement, les mutations du commerce français entre 1716 et 1820. C'est un projet qui s'appelle TOFLIT 18, TOFLIT 18. Une des choses intéressantes dans TOFLIT 18, c'est qu'il n'y a pas de nomenclature claire du commerce français. Donc si vous voulez explorer l'univers des biens qui sont produits et échangés par la France, si vous voulez savoir quand est-ce que c'est la première fois qu'on a importé des pommes de terre en France, vous allez le trouver sur le site. Et dans le courant de ça, j'étudie aussi des économies de port en lien avec les statistiques de navigation. Et là, on a fait quelque chose de plus abordable dans le cadre d'un projet qui s'appelle Portic, P-O-R-T-I-C, sur le port de La Rochelle, que j'encourage tout le monde à aller regarder quel était le statut du port de La Rochelle à la fin du XVIIIe siècle. Vous pouvez chercher Portic, La Rochelle, et vous le trouverez. On est en train de rédiger un site équivalent pour Dunkerque, et on va en faire un pour Marseille dans quelques mois. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire économique, j'ai organisé avec Liliane Hilaire-Pérez et toute une équipe cet été la conférence mondiale d'histoire économique qui s'appelle le WHEC, le WEC, au campus Condorcet à Aubervilliers. Je vous encourage à aller voir le site et notamment les conférences plénières. Il y a une conférence plénière très intéressante sur l'histoire environnementale du Moyen-Âge par Bruce Campbell. Et en lien avec ça, l'Histoire a fait paraître un feuilleton d'histoire économique l'année dernière et a publié un hors-série qui rassemble des textes de 2 ou 3 pages qui donnent vraiment une bonne idée de ce qui se fait d'intéressant en histoire économique en France actuellement.